Je voulais revenir un dernier mot sur ce sujet de la réindustrialisation et de Choose France avant qu'on passe aux questions de fiscalité. Oui, la réindustrialisation, par définition, elle nécessite une vision politique et elle nécessite d'avoir une vision à long terme, ce qui est tout le contraire de ce que nous avons aujourd'hui, puisqu'on est prisonnier du court terme avec une Assemblée nationale qui ne raisonne qu'en termes de taxes, et nous avons collectivement tous perdu une vision d'avenir. Je vais vous dire, Raphaël Legendre, ce que pourrait être une des politiques industrielles que nous pourrions mener aujourd'hui en France, à condition d'avoir le regard rivé sur 2050. Regardez l'avènement des robots humanoïdes, qui sera l'une des plus grandes révolutions de l'histoire de l'humanité. Et qui arrive déjà. Morgan Stanley prévoit 1 milliard de robots humanoïdes en 2050. Des robots humanoïdes qui vont travailler dans les usines, qui vont travailler dans les ateliers et qui vont être à notre service. Et peut-être même dans les maisons. Hein. Oui. Exactement ce que j'ai dit. Donc ce n'est pas un petit sujet, c'est un sujet qui est énorme. Le problème en France que nous avons, c'est que nous avons toujours une bataille de retard. Souvenez-vous quand au début des années 2000, c'était l'expansion de Google, vous aviez Jacques Chirac et Angela Merkel qui se sont dit « Ah oui, regardez, il y a Google, on va faire un concurrent de Google » et ils ont mis des centaines de millions d'euros sur la table pour inventer un objet qui s'appelait Cohero et qui a évidemment été un flop financier, commercial et industriel. La réalité, c'est que nous sommes aujourd'hui en retard sur la bataille de l'intelligence artificielle telle qu'on la connaît et sur la bataille des LLM. Donc, on ne va pas s'inventer d'histoire. On ne va pas faire comme si la France allait devenir le OpenAI ou le Meta ou le Facebook. C'est terminé. En revanche, la question est de savoir qu'est-ce qu'il y a en amont de cette révolution et qu'est-ce qu'il y a en aval de cette révolution. L'étape d'après. En aval de la révolution de l'intelligence artificielle, il y a celle précisément de la robotisation. Et donc comment la France, qui a, je vous le rappelle, de très bons ingénieurs, qui a des entrepreneurs extraordinaires, comment la France pourrait être au rendez-vous de 2050 sur les robots humanoïdes? Prenez par exemple, et c'est ce qui nous manque en France, alors certainement pas en créant un organisme public qui s'appellerait un robot... un bureau pour les humanoïdes, parce que, évidemment, avec un haut commissariat et un grand Grenelle des humanoïdes. Ce que nous pourrions faire, par exemple, c'est fixer une enveloppe significative de 1, 2 ou 3 milliards d'euros, les confier, figurez-vous, à l'armée française, et que l'armée française passe un appel d'offres auprès des entreprises de France et de France en disant « Je vous donne pour mission de me créer une armée de 1000 robots humanoïdes à horizon 10 ans ». La réalité, et c'est peut-être pas politiquement correct de le dire, c'est que les robots humanoïdes, je suis désolé, je voudrais pas que ça soit comme ça pour notre avenir, mais on va vers Terminator. Vous aurez des robots humanoïdes qui feront la guerre dans quelques années. Et nous savons que les investissements militaires tirent les investissements civils. Donc moi, je mettrais 3 milliards à la disposition de l'armée qui fait un grand appel d'offres pour nos entreprises françaises de robotique. Vous mobilisez, je vous commande 1000 robots humanoïdes. Avec évidemment toutes les conséquences que ça aura ensuite dans le civil. Alors ça, c'est si on est en aval. Livraisons qui existent déjà en Chine. Hein. On a vu des images spectaculaires sur les réseaux de première livraison massive de robots humanoïdes par centaines. On a loupé un certain nombre de révolutions. On a loupé la révolution des drones. On arrive systématiquement en retard. Là, on a la possibilité d'être à temps. Donc allons-y maintenant. Mais ça passe par de l'investissement et de la commande publique. Ensuite, essayons de voir ce qui se passe en aval. Le jour où vous aurez 1 milliard de robots humanoïdes, Raphaël Legendre, et accessoirement des milliards de véhicules électriques qui rouleront sur les routes, il y aura une demande énergétique qui sera folle. Il se trouve qu'en France, on a historiquement un avantage compétitif en matière d'énergie, à travers le nucléaire, qui est une énergie bas carbone, qui va être l'un des éléments clés des années à venir, un des facteurs clés de compétitivité. Nous savons que le président de la République, en 2022, a acté la construction de 6 EPR, plus 8 en option. Eh bien, il faudrait dire dès maintenant, acter que les 8 réacteurs EPR en option ne sont plus des options. Et ancrer l'idée que la France se dotera dans les 20 prochaines années. On va essayer de construire les 6 prochains EPR, ça va déjà être compliqué. Hein, ce que je veux dire, c'est que si ces EPR se mettent au service d'une stratégie industrielle, eh bien, dans ce cas-là, on est capable de faire quelque chose. Voilà une filière qui irait des EPR jusqu'à la robotisation en passant par un fonds d'investissement des armées françaises. On peut faire la même chose en matière de biogénétique, et dans d'autres domaines, à condition d'avoir une vision. De la planification. Et de la stratégie et une vision à long terme. Je vous entends. Bon, il va falloir des milliards pour tout ça aussi, Rafik Smati, et des milliards. Pas pour ça. Il faut surtout des compétences, du génie entrepreneurial, et nous l'avons en France. Et des milliards, il en manque effectivement. Ryan Nezar m'ôte les mots de la bouche. Vous êtes un grand spécialiste des finances publiques, Ryan Nezar. Vous avez vu, comme moi, qu'il manquait 5 ou 10 milliards dans les recettes de TVA. La TVA, c'est quand même une des principales ressources fiscales pour l'État. C'est pas la première année qu'on constate un trou dans les recettes de TVA.
Oui. Non, ce qu'on a constaté dans ce qu'on appelle le projet de loi de fin de gestion, en gros, c'est examiné depuis hier soir à l'Assemblée nationale. C'est l'exécution budgétaire de l'année en cours 2025. Au plan des rentrées fiscales, sociales et des dépenses, c'est qu'il manquait 4 milliards d'euros. C'est plutôt 4 que 10, le bon chiffre. Si on prend ce qu'on appelle la comptabilité nationale, c'est-à-dire la comptabilité qui permet de calculer le déficit, il manque 4 milliards d'euros de TVA. Alors, il y a 3 facteurs qui l'expliquent. Le premier, c'est qu'on a moins de croissance que prévu. On a parlé tout à l'heure de la guerre commerciale. Je croyais qu'on avait révisé à la hausse la croissance française. Oui, mais pour 0,8 points en 2025. Oui, mais non, c'est l'INSEE qui a dit qu'on ferait peut-être plutôt 0,8 que 0,7. Mais initialement, on avait prévu de faire 1,1% de croissance l'an dernier, quand on a fait le projet de loi de finances. Voilà, on a peut-être chaussé des lunettes un peu roses. C'est tout à fait, c'est quand même lié au contexte conjoncturel de la guerre commerciale. Mais en tout cas, même si la France a plutôt mieux résisté que certains de ses voisins européens à cette guerre commerciale, parce qu'on était moins exposé aux relations commerciales avec les États-Unis d'Amérique, il y a quand même un effet sur la croissance. Moins de croissance, moins d'entrée fiscale. Deuxième facteur d'explication, des changements dans la composition de cette croissance. Alors, ce qui est plutôt une bonne nouvelle au plan économique. Il y a eu un peu plus d'investissement et un peu plus de contribution du commerce extérieur, notamment des exportations, à la croissance française. Et oui, sur les exportations, un peu moins de contribution de la consommation. On ne paye pas de TVA. Mais du coup, voilà, il y a moins de rentrée de TVA à ce titre. Et puis le troisième et dernier facteur qui est le plus difficile à appréhender, c'est des changements au sein même de cette consommation, avec moins de consommation de biens et de services qui sont taxés à 20% de TVA, et davantage de consommation, notamment de biens qui sont à taux réduit, ou de services qui sont à taux réduit de TVA, voire à 0 de TVA. Et je pense notamment à cet exemple qui est désormais... C'est les produits de première nécessité, ça. Alors ça, c'est à dont vous nous parlez. Mais notamment, je pense aussi aux petits colis, les fameux petits colis. Vous savez qu'il y a... Oui, alors ça, cette explication 800 millions. Est quand même étonnante. Alors, elle est minoritaire dans les 4 milliards, mais elle existe quand même, elle est nouvelle. Il y a plus de 800 millions de petits colis qui arrivent chaque année en France dans le cadre de la consommation des ménages français. C'est pas de l'ordre de 12% de la conso de textile maintenant, carrément, je crois. C'est en train de grimper, je n'ai pas le chiffre, mais ça grimpe. Et donc, ça... Il n'y a pas de TVA. Il y a pas de TVA sur oui, sous les 550 €. Et c'est aussi la raison pour laquelle, taxés. pour le coup, ce que propose le gouvernement de se dire on va mettre 2 € de fiscalité pour rééquilibrer sur les petits colis et lutter contre la concurrence déloyale de produits, de petits colis chinois importés en France, c'est une réflexion qui est intéressante parce que ça permet au moins de se dire, si on n'a pas ces rentrées fiscales, comment est-ce qu'on évite d'avoir de la concurrence déloyale qui pénalise le commerce français? On est d'accord que c'est une mesure purement de rendement budgétaire. Cette oui, taxe mais c'est aussi une mesure qui ne va pas changer grand-chose. C'est un petit côté écologique, vraiment. parce que d'avoir des colis qui viennent en avion de Chine, c'est quand même pas très écologique. Hein. Oui, même si une bonne partie de la production textile, elle est de toute façon réalisée en Chine, ou en Asie au sens large. Mais en tout cas, c'est de se dire... On ne peut pas accepter dans l'économie française d'avoir d'un côté des biens qui sont importés avec 0 taxe douanière, parce qu'en dessous de 150 € il n'y a pas de taxe douanière, et 0 TVA, et de l'autre côté des commerçants qui vendent des produits plus chers simplement parce qu'ils paient des taxes. Donc simplement d'avoir une concurrence loyale, non faussée, et ça permettra aussi de répondre à cette question des moindres rentrées fiscales. Non, mais pour compléter, on a eu un effondrement des chaînes de distribution de textiles en France depuis 3 ans, les Koukaï et tout ça, qui ont fermé. Donc, ça va au-delà du textile, les chaussures. Donc on a certainement tout secteur payant 20% de TVA. Donc ces effondrements, non seulement c'est des milliers et des milliers de suppressions d'emplois, mais c'est des centaines de millions d'euros de ventes à 20% de TVA qui n'ont plus lieu. C'est intéressant ce que vous nous dites, c'est que le changement de modèle de consommation dans tout ce qui est textile et habillement a des conséquences très concrètes aujourd'hui sur les recettes fiscales pour faire fonctionner l'État. Exactement. Et donc là, on a des changements qui sont significatifs. On a eu quand même aussi, il faut le rappeler, une montée du taux d'épargne, donc qui n'est pas taxé à la TVA. Et donc, enfin, ça fait 3 ans que ça dure. Je rappelle les chiffres quand même. 2023, 7 milliards de trous dans les recettes de TVA, 14 milliards en 2024, et là, on est encore entre 5 et 10 milliards. C'est colossal. Oui, alors, il y a aussi certainement... des optimisations qu'il faut contrer, mais les transformations des modes de consommation jouent un rôle significatif. Intéressant. Est-ce que ça peut être la fraude ? Peut-être aussi, tout simplement. On a vu une fraude massive au marché carbone, le tourniquet, ça s'appelait. Mais je commence à me demander... Ce qu'on soupçonne, c'est sur les micro-entreprises.
Parce que Bercy est quand même capable d'anticiper les transformations dont vous parlez, Christian Saint-Etienne. Elles ont été beaucoup plus rapides que ce qu'on pensait. Elles sont quand même très rapides. Ouais. Et par ailleurs, il ne faut pas oublier, alors, évidemment ça peut paraître étonnant vu des citoyens, mais il ne faut pas oublier que le budget, en fait, il est préparé l'été qui précède son année d'application. Donc, concrètement, le budget 2025, les prévisions de TVA, elles sont faites à l'été 2024. Donc, entre l'été 2024 et aujourd'hui, novembre 2025, il s'est écoulé quasiment 1 an et demi. Et en 1 an et demi, les comportements des consommateurs ont beaucoup changé. Donc, c'est pas pour trouver des excuses sur les prévisions économiques, mais je ne suis pas surpris qu'il y ait des écarts. Ils s'expliquent, on peut les comprendre économiquement, et après, ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce qu'on met en face comme politique publique pour y répondre. Si je tire le fil, parce que le monde change de plus en plus rapidement tout de même, ça veut dire que ça va être de plus en plus dur de faire de la prévision budgétaire dans les années qui viennent. Si l'aspect comportemental va devoir jouer un rôle croissant. C'est-à-dire que, notamment... permettez une seconde quand même sur le fonctionnement politique de la France. On vous permet, cher Christian Saint-Etienne. On vous écoute, professeur. Vous avez... alors, en tant que professeur, je suis fonctionnaire et les fonctionnaires jouent un rôle absolument fondamental dans la santé, l'éducation, le service public. Les flics sont des fonctionnaires, grâce à eux, même s'il y a une insécurité qui monte, et ils ont évité l'effondrement du pays. Merci de le rappeler. Et je rappelle que les militaires sont des fonctionnaires et qui défendent la France. Donc, le discours anti-fonctionnaire n'a pas de sens. Ceci étant, nous avons 2 fois plus de fonctionnaires dans les députés que la part des fonctionnaires dans le fonctionnement du pays. Alors, les entrepreneurs ne doivent pas aller expliquer aux chirurgiens dans un hôpital comment on doit opérer. Mais est-ce que ça a un sens que la politique fiscale, la politique stratégique de la France soit décidée par un corps qui n'a pas les mêmes modes de fonctionnement et nécessité d'anticipation du futur qu'on a dans l'économie marchande ultra compétitive? Ça, c'est le premier point. Seulement une vingtaine de chefs d'entreprise à l'Assemblée nationale. Voilà. Et le deuxième, le corollaire, c'est traditionnellement moins de 80 à 100 chefs d'entreprise et grands cadres à l'Assemblée nationale. Donc, à un moment donné... c'est très violent, et puis je m'en fous des conséquences de ce que je vais dire. Allez-y. On a une médiocrisation absolument massive du personnel politique. Il s'est passé depuis 20 ans un phénomène qui est passé totalement inaperçu, c'est que les députés sont remplacés par leurs... à l'Assemblée nationale, les gens qui travaillent pour... Les conseillers parlementaires. Les conseillers parlementaires, qui sont des jeunes qui sortent des écoles et qui n'ont jamais bossé, qui sont devenus immédiatement conseillers parlementaires et qui remplacent le député ou le sénateur. Potentielle élection présidentielle. Non, mais au niveau déjà des députés et des sénateurs, c'est à peu près un tiers déjà. Oui. Donc entre les fonctionnaires, les députés qui sont des gamins qui ont vieilli à l'Assemblée nationale ou au Sénat en remplaçant leurs vieux sénateurs, et on rajoute à Christian, cela... c'est le parcours politique. Certains sont aujourd'hui eux-mêmes députés ou voire ministres, voire... Et donc la grande question, c'est, et je termine par là, la France est à la dérive depuis 25 ans en termes de capacité de prise de décision majeure. Rafik rappelait les erreurs qu'on multiplie. Oui. Il y a des gens qui travaillent là-dessus, qui essayent de comprendre pourquoi le pays s'est assez miraculeusement relevé de 45 à 99. 99, c'est le point haut de l'économie française. On est à 6% du commerce mondial. On est tombé à 3%. En 25 ans, on a perdu la moitié de nos positions mondiales. Parce que d'autres pays ont émergé. Non, c'est pas seulement les Allemands n'ont pas perdu la moitié de leur position. Les Allemands ont perdu 15% de leur position. Oui, la Chine a émergé. Oui, d'accord, mais la Chine, enfin l'Italie est redevenu le 4e exportateur mondial. Absolument. Ils n'ont rien de plus que nous. Si ce n'est que nous, on n'est pas en Italie, ils ont beaucoup plus d'importance de entrepreneurs dans la décision politique qu'en France. Donc je voulais simplement pointer quelque chose que je trouve fascinant sur le plan historique et qui va intéresser nos auditeurs.
des travaux montrent qu'il y a quelque chose de majeur qui s'est passé dans les années 90. Dans les années 90, pour une série de modifications sociologiques, historiques, économiques, politiques, les ingénieurs ont disparu des élites dirigeantes. Et ils ont été remplacés par les énarques. Les énarques, en soi, c'est pareil, ils sont des fonctionnaires. Ils ont été conçus pour travailler dans la fonction publique. C'est très utile. D'ailleurs, il fallait un énarque pour supprimer la marque ENA. Je pense qu'il faudra la reconstruire. C'est absolument imbécile de faire ça. Mais il faut que les énarques restent dans la fonction publique. Et l'autre élément qui je trouve fascinant, c'est qu'on a observé que dans les années 90, les politiques parlementaires issus de la résistance sont morts et sont sortis de la politique naturellement du fait de leur vieillissement. Et ces gens-là, qu'ils soient de gauche ou de droite, étaient allés au combat à 20 ans, à 25 ans, à 30 ans contre l'occupant. Ces gens-là, quand ils étaient en politique, ils avaient une vision de combat de la France. Quand vous avez ces deux groupes sociaux, les ingénieurs qui sont quand même normalement conscients des questions techniques et stratégiques, et les gens qui, au fond, étaient la force vitale du pays, oui, qui ont quitté le pouvoir, et tous ces gens-là remplacés par un personnel médiocrisé, on se retrouve dans la situation actuelle. Et c'est pour ça que je pense qu'on ne s'en sortira pas sans une révolution institutionnelle. Je propose depuis longtemps, mais je pense que c'est plus urgent que jamais. Alors les gens vont hurler, c'est pas grave, mais je pense qu'on a besoin de 300 députés et 100 sénateurs en doublant leur rémunération pour ramener des gens de qualité au Parlement, parce qu'on ne pourra pas sauver la France avec un personnel parlementaire et généralement politique catastrophique. C'est moins le cas au niveau des locales, que ce soit notamment au niveau communal ou au niveau départemental, parce qu'il y a un peu plus d'entrepreneurs, mais le niveau politique, la compréhension des enjeux stratégiques par le personnel politique national en France est tombé à un des niveaux les plus bas depuis 100 ans. Rafik Smati. Va faire des copains encore. Voilà. Et d'une manière générale, je souscris évidemment à 100% à ce que vient de dire Christian Saint-Etienne, mais d'une manière générale, je crois que ce sont surtout les valeurs de l'entrepreneuriat qui doivent infuser dans le monde politique et dans la haute administration. C'est-à-dire accepter l'idée de long terme, accepter l'idée de risque. Enfin, la France, c'est quand même le pays qui a constitutionnalisé son principe de précaution. Alors, c'est début de la fin. C'est symbolique du choix que nous avons fait pour la protection au détriment du risque. Oui. Et je crois que la véritable révolution copernicienne que nous devons procéder, elle passe évidemment par des entrepreneurs, mais elle passe aussi par la haute administration, elle passe par les fonctionnaires. En fait, elle passe par tout le monde, parce qu'elle doit embarquer tout le monde. C'est comment faire de la France un pays qui n'a plus peur du risque, qui n'a plus peur de l'avenir et qui n'a plus peur du futur. Parce qu'aujourd'hui, la France est un pays, pour de multiples raisons, qui est dans le renoncement au risque, le renoncement à l'esprit de conquête et dans l'aversion au risque. Et tant que nous serons, alors que nous sommes dans un monde en mutation qui nécessite une vision de long terme, qui nécessite de l'agilité, qui nécessite de la prise de risque, tant que nous serons de manière timorée, quand nous serons dans la retenue, quand nous chercherons à nous défendre plutôt qu'à attaquer, eh bien ça ne marchera pas. Donc moi je milite pour que les valeurs entrepreneuriales infusent partout, dans la haute administration, à l'Élysée, à Matignon, dans les ministères, dans les cabinets ministériels, parce que c'est que comme ça que ça marchera. Oui. Il faut enfin croire, être animé par l'idée selon laquelle la France est un pays fantastique, c'est un pays qui n'est pas fichu, c'est un pays qui a des ressources insoupçonnées, à condition de mettre en place un cadre d'avenir qui nous permette de les exprimer. Là où je suis en colère, comme vous, Christian Saint-Etienne, c'est que je crois que nous sommes en train de gâcher toutes les potentialités de notre pays. C'est-à-dire que nous sommes potentiellement, nous avons les moyens, face à la plus grande révolution du siècle, nous avons les moyens d'être, nous Français, des acteurs du jeu mondial. Parce que nous avons des entreprises, des entrepreneurs, des ingénieurs, des mathématiciens. Et on a des boîtes mondiales dans le monde. Et des boîtes mondiales. Donc on est capable et on a un pays sublime. C'est-à-dire que si la France, avec un modèle fiscal, social, réglementaire et une visibilité, vous êtes capable d'attirer les investisseurs du monde entier, et vous êtes capable de faire en sorte que, en particulier si vous faites plus de centrales nucléaires, tous les entrepreneurs, y compris de la tech, beaucoup, auraient envie de venir en France. On peut faire de la France la nouvelle Silicon Valley. Mais quand vous avez les pitres de l'Assemblée nationale qui sont obsédés par leur futur TikTok davantage que par l'avenir de la France, et le seul sujet c'est est-ce que je vais être capable de buzzer sur la prochaine loi, c'est qu'on les a. Le problème c'est que nous les avons, et donc nous sommes collectivement effectivement responsables. Et je crois que la responsabilité qui est la nôtre, moi
je suis candidat à rien, vous êtes candidat à rien, Christian Saint-Etienne, et je crois que notre responsabilité, c'est de dire les choses, d'accepter si les autres peuvent pas le dire, politiquement 100% incorrect, et y compris dans des domaines tels que les retraites, par exemple, ou alors là, on va y venir justement. Là, il faut surtout pas fâcher personne parce que ce sont les électeurs. Si des personnes comme nous, qui ne sommes candidats à rien, ne disons pas les choses, qui va les dire? Mais regardez qui bloque sur les retraites, on va en parler. Mais... Non, mais allez-y, vous pouvez enchaîner. Moi, je suis... La droite, notamment, on peut le dire. Tout à fait. Il y a l'air. Vous avez dit, mais il y a beaucoup de choses, évidemment. Oui, il y a d'excellents énarques, notamment. Oui, non, mais c'est pas ça. Mais si je prends l'exemple des retraites, moi, ce qui me frappe, c'est que on est dans un système absolument absurde. L'an dernier, on a revalorisé, en janvier 2024, je suis arrivé, pour être très transparent, j'étais conseiller à Matignon à partir du 9 janvier 2024. Je suis arrivé le 9 janvier. Le 1er janvier, les retraites avaient été revalorisées de plus de 5%. 5,4%. La décision a été prise, c'était entre guillemets... Quinzaine de milliards d'euros. Non, 24 milliards d'euros. 24 milliards d'euros. Les retraites de base. Et donc, au total, 24 milliards d'euros de revalorisation des retraites en 2024. Et là, on nous annonce le bilan de ce qui a été fait au plan économique et social de ces 24 milliards d'euros. 3/4 sont partis dans l'épargne et donc dans l'accumulation du patrimoine financier des retraités. Ça, il faut le rappeler. Ce qui veut dire, pour rendre les choses très concrètes pour celles et ceux qui nous écoutent, que l'an dernier, on a collectivement décidé de prélever 600 € sur chaque Français actif qui travaille et de le transférer dans le patrimoine des retraités. Qui l'ont mis sur leur compte en banque. Oui, c'est un pays qui marche à l'envers. Je prends un deuxième exemple pour l'illustrer. Aujourd'hui, quand on dépense 100 € à l'éducation nationale, et j'ai aussi été à l'éducation nationale, quand on dépense 100 €, il y a 30 € qui ne vont pas au salaire des professeurs, qui sont globalement mal payés en France, qui ne vont pas à l'entretien des locaux, qui, dans certains cas, certains collèges, lycées ou écoles, ne sont pas de qualité, qui ne vont pas au manuel scolaire. 30 € sur ces 100 € dépensés à l'éducation qui vont pour payer les retraites des fonctionnaires. Donc on a aujourd'hui un modèle social qui pèse sur le financement de nos services publics et qui pèse sur la compétitivité de notre économie, puisqu'il se traduit aussi en fiscalité. Donc on prélève sur notre jeunesse et sur les classes moyennes qui travaillent pour financer un modèle social qui est vieillissant. Donc la réponse, elle est toute simple, c'est un peu ce qu'on est en train de dire, il faut changer de modèle. On n'y arrivera pas si on ne change pas de modèle. On va crever, économique et de modèle social. Crever, en fait. Et pour terminer, on est en train, vous parliez tout à l'heure de 45 et du Conseil national de la résistance, on est en train d'essayer de bâtir la France de 2025 ou de 2050 avec un modèle social de 1945. Ça ne marchera pas. Et donc, il faut qu'on change sur les retraites, sur la santé, sur l'école, tous nos services publics essentiels, et il faut défendre évidemment les fonctionnaires qui ont un rôle majeur dans la reconquête et dans la reconstruction de ce pays, mais il faut le faire en changeant de modèle, et pas en faisant avec des vieilles rustines. Le signe de cette dérive, c'est effectivement sur les retraites. Donc là, le projet de budget de la sécurité sociale est arrivé au Sénat avec 24 milliards d'euros de déficit. Je rappelle que l'objectif est de le ramener à 17 milliards à l'origine. Pourquoi ce dérapage? Notamment parce que l'Assemblée a ôté tout effort sur les retraites. On a supprimé le gel sur les retraites. Le Sénat veut le remettre en place à partir d'un certain niveau, 1 400 € en l'occurrence. Le deal qui pourrait être négocié avec l'exécutif, c'est on oublie le doublement des franchises médicales, les dépenses de santé, on va y revenir aussi, c'est quand même un sujet important, contre un effort sur les retraités. Est-ce que c'est un bon deal, Christian Saint-Etienne? C'est un bon deal à court terme. Il faudra faire un effort sur les dépenses de santé, mais le point clé, parce que je crois que ce qu'on a dit tous les trois aujourd'hui, c'est très important pour l'avenir. Pas l'avenir lointain, mais l'avenir à 18 mois. Oui. C'est que c'est notre modèle qui nous plante. Voilà. En fait, les 80 ans de la Sécu, c'est et le donc moment de le moderniser. Question, et néanmoins, nous sommes en démocratie. On a dit que le Parlement horrible que nous avons, c'est nous qui l'avons élu, ce qui est exact. Donc, ça veut dire qu'il faut que les électeurs commencent à percuter. Bon. Or, dans les électeurs qui doivent percuter, il y a notamment les retraités. Pourquoi? Parce que d'abord, les retraités ont généralement plus de 60 ans, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas que des défauts, ils sont aussi porteurs de ce qui était la grandeur française des 30 Glorieuses et après, et ils ont été éduqués
quand l'école fonctionnait encore avec des enseignements de l'histoire et de la grandeur française, parce que là aussi, à force de dire que la France a tous les défauts de la terre, évidemment, ça n'encourage pas les gens à avancer. Donc, quand on regarde les ajustements mondiaux, on a un ajustement à faire de 5 points. Si demain, on avait une crise de la dette, il faut couper 5 points d'un coup. Alors 5 points, c'est théorique, mais c'est en fait 10% de la dépense publique. Ou c'est, autrement dit, un tiers des pensions de retraite. Alors, on a quelques exemples historiques. Les gens qui nous écoutent ne les connaissent pas forcément. On a l'exemple de la Russie en 98. On a l'exemple de la Grèce en 2012, qui va bien aujourd'hui, mais qui a eu les mêmes problèmes que nous. Et il y a d'autres exemples au Canada, dans d'autres pays, la Suède plus en amont. Oui. Chaque fois qu'il y a des ajustements extrêmement violents, in fine, on coupera pas dans les écoles. On ne va pas laisser les enfants s'en mettre. On ne va pas couper dans l'armée. On ne va pas réduire le nombre de flics. On ne va pas ouvrir les prisons. Donc l'ajustement, il tombera sur les retraites. Il faut que ça rentre. Donc l'enjeu que les retraités doivent comprendre, c'est que soit on fait 2 à 3 années de suite de gel sur les pensions, ça peut être plus intelligent. Ça peut être par exemple inflation moins 1%. Oui. Ça veut dire qu'on accepte d'avoir une baisse objective du pouvoir d'achat de 3% sur les retraites, avec quelque chose en lice pour les plus basses retraites. Mais l'enjeu, c'est entre moins 3 et éventuellement, si ça pète, moins 30. Parce qu'on raconte à tout le monde que moi, c'est à plus 1, non, moi, je suis à plus 2, non, moi, je suis à plus 3. Quand on parle de fin d'un modèle, ça veut dire qu'à un moment donné, le choix sera entre moins 3 et moins 30. Ça peut être brutal. Et donc, la question, c'est est-ce qu'on est capable d'élire demain? Et c'est pour ça que je pense que les élections municipales de mars sont peut-être les élections municipales les plus importantes depuis la Deuxième Guerre mondiale, parce que tout le monde va faire une lecture politique de ces élections. Bien sûr. Et elles sont absolument fondamentales pour la suite du fonctionnement de notre système politique. Un mot de la fin sur les retraites, Rafik Smati. On a un Christian Saint-Etienne très en forme ce matin, qui a des messages à faire passer. Il est très en forme et il est très en colère, mais il a raison d'être en colère. Et j'ai envie de vous dire que le jour où les Français se rendront compte de la supercherie, vous le dites, 30% du budget de l'éducation nationale, ce sont des retraites. C'est-à-dire que quand vous regardez l'évolution du budget de l'éducation nationale, on a l'impression que le budget de l'éducation nationale a augmenté. On se dit tout va bien, nos jeunes sont formés. Sauf que si on retraite le budget de l'éducation nationale des pensions de retraite, c'est un budget qui est équivalent, voire en baisse. L'éducation nationale, c'était 7% du produit intérieur brut il y a 40 ans. C'est 7% du produit intérieur brut aujourd'hui. Quand les retraites, c'était 7% du PIB il y a 40 ans et 14% du PIB aujourd'hui. Nous avons fait le choix du passé plutôt que le choix de l'avenir. Et lorsque les Français se rendront compte qu'aujourd'hui, le budget de l'éducation nationale, c'est-à-dire ce qui est censé être constitutif de notre futur, est en réalité en baisse parce que nous finançons des pensions de retraite et que nous avons fait ce choix politique, eh bien, ils auront le droit de sortir dans la rue. Quand les jeunes se rendront compte de ça, ils prendront ça comme une trahison. Lorsque les profs eux-mêmes prendront conscience de cette supercherie, eux aussi, ils sortiront dans la rue. C'est la raison pour laquelle moi, je n'oppose jamais les fonctionnaires aux salariés, aux patrons, parce qu'en réalité, nous sommes tous dans le même bateau et nous sommes tous confrontés à la même problématique qui est celle de cet État léviathan qui ne sait plus où il va et qui est devenu omnipotent et qui est devenu profondément inefficace. Il y a un système social profondément généreux qui met tout le monde en colère et les Français le sont aussi. Merci à tous les trois. Rafik Smati.